Je suis chargée de projet chez Evol depuis maintenant 4 ans et demi. Je prendrai quelques petites minutes simplement pour peut-être mettre la table sur on est qui Evol pour ceux et celles qui ne sauraient pas exactement qu'est-ce que c'est notre organisation. Donc, rapidement, Evol, c'est on dédie nos services dans le fond dans les 17 régions du Québec. On fait du financement accompagné. Donc, notre mission, c'est vraiment de se dédier au développement de l'entrepreneuriat diversifié et inclusif qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance, à l'acquisition d'entreprises qui ont un impact positif sur la société. Donc, anciennement, peut-être, il y en a parmi vous qui étaient au courant, mais on était femmes et sœurs, donc on se dédiait au financement accompagné pour les femmes entrepreneurs. Et maintenant, on a élargi notre offre de service à plusieurs autres personnes. Donc, voilà. Dans les services d'accompagnement, en fait, je ne vais pas tous les nommer, mais on vous invite à visiter, si vous le souhaitez, notre site Internet à evol.ca. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on fait du prêt conventionnel qui va de 20 000 à 75 000 et pour les projets de croissance, de relève et d'acquisition, ça va jusqu'à 450 000 Et bien entendu, à travers tout ça, comme je vous le disais, on a cette volonté-là d'accompagner de façon directe les entrepreneurs pour les soutenir dans leur projet d'entreprise. Et une des manières qu'on a de les accompagner, c'est un petit peu en offrant ce qui se passe aujourd'hui, en faisant du partenariat avec différents partenaires où quand on met le doigt sur des sujets précis qu'on souhaite justement offrir aux entrepreneurs qui sont financés ou non chez nous, on fait ce genre de partenariat-là. Donc, on est très, très heureux aujourd'hui d'être avec les gens de la BDC pour vous offrir le webinaire auquel vous vous êtes inscrits. Mais tout juste avant de laisser la parole à Sylvie Raté, je veux juste vous dire au niveau un petit peu logistique, on va procéder à la présentation complète de la formation et on va laisser une période de questions à la fin. Donc, vous pouvez, durant la formation, poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez. On a Joanie qui va prendre bien soin de noter toutes vos questions. Ou sinon, vous pourrez, durant la période de questions, peut-être lever la main si vous souhaitez le faire de façon verbale, ce sera aussi possible. Dans l'éventualité, parce que ça se peut, on est beaucoup ce matin, on a quand même 267 personnes d'inscrits. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être là, mais quand même, dans l'éventualité où on n'aurait pas le temps de répondre à toutes vos questions, sachez qu'on va quand même vous laisser des adresses à la fin si vous souhaitez peut-être entrer en communication, soit avec les gens de la BDC ou soit avec les gens de chez Evol. Vous pourrez le faire directement par les adresses qu'on va vous fournir. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence et sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Sylvie Raté de la BDC. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et toutes. Je suis Sylvie Raté, économiste principale à la BDC. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cet événement qui est un de plusieurs événements qui se tiennent à travers le pays dans le contexte de la semaine de la PME, ce qui est une grande célébration pour les entrepreneurs que nous célébrons depuis 40 ans à la BDC. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale pour témoigner du respect envers les peuples autochtones et reconnaître leur présence continue et leur résilience. Je profite de ce moment pour rappeler que nous sommes tous et toutes responsables des bonnes relations avec les peuples autochtones. Et je tiens à souligner que nous sommes sur le territoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je rends hommage aux peuples autochtones de tout le pays, ainsi qu'à leurs ancêtres, pour leur contribution inestimable à notre pays. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter un petit peu la BDC pour ceux qui ne la connaissent pas. BDC, c'est la seule banque de développement dédiée exclusivement aux entrepreneurs. On existe depuis 75 ans et on offre des services de financement et d'accompagnement à plus de 72 000 propriétaires d'entreprises partout au pays. On offre du financement à terme, autant avec garantie que sans garantie. On offre aussi, ce qui nous distingue aussi dans le marché, c'est le fait qu'on offre des services conseils, des services d'accompagnement, et on est un des plus grands joueurs en capital risque à travers le pays. Oser faire autrement, c'est le thème de la semaine de la PME. Ce n'est pas anodin.
On vient de traverser une période de turbulence à cause de la pandémie, principalement au cours des dernières années. Et il y a quand même beaucoup de défis qui résultent de cette période de pandémie auxquels les entrepreneurs sont confrontés. C'est encore une période d'incertitude où on entrevoit peut-être un ralentissement pour l'année prochaine. C'est dans ce contexte-là qu'on rend public une étude importante sur la productivité durant la semaine de la PME et un outil aussi pour permettre de comparer votre productivité. Parce que si vous avez la chance de mettre la main sur cette étude-là, ce qu'elle va démontrer, c'est que les entreprises qui misent sur la productivité dans le contexte actuel de défis économiques s'en tirent mieux que les autres, ils ont une meilleure performance et la valeur de leur entreprise est supérieure. La présentation va se faire avec deux conférenciers spécialistes dans leur domaine. Le premier, mon collègue Mathieu Galliot, qui est économiste à BDC depuis plusieurs années maintenant, qui travaille à la fois sur la recherche, mais aussi sur la conjoncture économique, va parler des trois principaux défis pour les PME à l'heure actuelle et comment les entreprises les plus efficaces relèvent ces défis-là. Mon deuxième collègue, Stéphane Crustan, qui est un spécialiste d'affaires, un conseiller, un spécialiste en efficacité opérationnelle depuis plus de 10 ans à la BDC, va aller plus en profondeur et partager avec vous les meilleures pratiques pour vous aider à augmenter votre efficience et à faire partie des entreprises les plus productives au pays. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mathieu, qui va parler des défis qui menacent la croissance des PME québécoises et canadiennes. Merci Sylvie, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler donc de ces fameux trois défis auxquels les PME canadiennes font face. Alors on va parler, dans cette partie, on va parler de l'inflation, on va parler des problèmes de recrutement et de rétention de nos employés, et puis on va aussi aborder la question en fait des problèmes d'approvisionnement auxquels beaucoup de PME font face en ce moment. Alors si on regarde en fait l'inflation, on voit que l'inflation, ce qu'on a en ce moment, c'est vraiment un niveau historique. Si on remonte un peu dans le temps, la pandémie, au début, on voit en rouge ici, en avril et puis mai 2020, la pandémie a eu un effet, ce qu'on appelle déflationniste, c'est-à-dire que les prix ont en fait, l'augmentation des prix a ralenti, voire même les prix en fait diminué. Et puis on voit que dès le début de 2021, quand l'économie est repartie, les prix ont tout de suite commencé à augmenter assez rapidement. Au début, un peu comme on avait en 2019, et puis très rapidement à dépasser les niveaux pré-pandémie. Au départ, beaucoup d'économistes pensaient que ça allait pas durer longtemps, que c'était que transitoire, le temps que l'économie se remette en place. Et puis, en fait, on a vu que l'inflation, vraiment, l'inflation perdurait et l'inflation a augmenté jusqu'à peu près en juin 2022. Ça a atteint quasiment 8%, plus de 8%, ce qui n'était pas en fait atteint depuis plus de 40 ans. Puis depuis juin, on voit que ça commence à diminuer. Vous avez peut-être vu des articles aujourd'hui, les nouveaux chiffres montrent qu'au mois de septembre, l'inflation était de 6,9%, donc un peu en baisse par rapport aux 7% qu'on avait en fait en août. Mais en fait, l'inflation ralentit que tout doucement. Et si on regarde à la diapo suivante, la conséquence de ça, ça veut dire que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. On pense que les taux d'intérêt, la prochaine augmentation, ce sera le 26 octobre et ça devrait augmenter en fait un petit peu moins quand même que ce qu'on a vu dans le passé. On voit qu'en fait, dans le passé, la Banque du Canada, au début de la pandémie, a fait baisser les taux d'intérêt pour soutenir les entrepreneurs, soutenir l'économie. Et puis, petit à petit, quand on a vu que l'inflation a perduré, eh bien, on a vu que petit à petit, la Banque du Canada a dû monter ses taux plusieurs fois pour essayer de justement ramener l'inflation à 2%, qui est l'objectif en fait de la Banque du Canada. Et donc, pour atteindre cet objectif, on pense que les taux vont continuer légèrement à augmenter, au moins jusqu'en mars 2023, enfin début 2023, potentiellement pour atteindre 4%, puis rester assez élevé moitié 2023, fin 2023, pour ensuite commencer à redescendre plus tard. Alors, si on regarde le deuxième défi qui est très important, qui est lui un défi beaucoup plus structurel au Canada,
c'est la pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi on pense que la pénurie de main-d'œuvre est là pour rester? Parce qu'en fait, il y a en ce moment deux effets. Il y a l'effet de la pandémie où on a vu que l'immigration en fait avait ralenti, ce qui fait qu'il y avait moins de personnes pour entrer sur le marché du travail. Et puis, en fait, il y a aussi le problème plus structurel du vieillissement de la population. Ici, sur ce graphique, vous pouvez voir en fait en rouge, c'est le pourcentage de travailleurs au Canada qui ont 55 ans et plus, et en noir, les travailleurs qui ont 15-24 ans. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que depuis 2009, pardon, les travailleurs de plus de 55 ans sont plus nombreux que les travailleurs qui ont entre 15 et 24 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 21% des travailleurs qui ont plus de 55 ans. Et donc, dans l'optique où les gens prennent leur retraite à 60-65 ans autour de là, ça veut dire qu'il y a potentiellement en fait, un travailleur sur 5 qui prendra sa retraite dans les 10 prochaines années. Alors qu'on voit qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes pour prendre la relève. Et ce que ça veut dire, c'est que dans les 10 prochaines années, on s'attend à ce qu'il y ait en fait un décalage important entre la demande de travail et puis l'offre de travail. Donc ça va créer des conditions pour la pénurie de main-d'œuvre qui devrait vraiment en fait, persister dans le temps. Quand on regarde le troisième problème, les chaînes d'approvisionnement, là, ce n'est pas vraiment un problème structurel, c'est plus un problème vraiment qui était lié à la pandémie. Ce type de problème d'approvisionnement n'avait pas vraiment, ça n'était jamais vraiment arrivé en fait avant. Et c'est vraiment la pandémie qui a déclenché ce problème. On peut voir sur ce graphique, ça, c'est les tarifs pour le transport. Donc, c'est le tarif pour les prix pour déplacer un conteneur de l'Asie vers la côte est américaine, soit canadienne, soit états-unienne. On voit qu'avant, en automne 2019, ça coûtait 2600 $. Et début de la pandémie, en 2021, en fait, quand l'économie est repartie justement, on voit que les prix se sont envolés jusqu'à atteindre 22 000 $ à l'automne 2021. Et une des grosses raisons, c'est que la demande était, pour des biens notamment, était très importante. Et il y avait beaucoup de retard de traitement dans les ports, notamment le port de Los Angeles. Et en plus de ça, il y avait aussi la politique zéro Covid en Chine, qui existe toujours aujourd'hui. Donc tout ça ensemble fait qu'il n'y avait pas suffisamment de conteneurs. Beaucoup de conteneurs étaient en fait coincés sur des bateaux au large de la Californie au lieu d'être utilisés. Et donc petit à petit, la situation s'est améliorée, mais s'est améliorée vraiment que très lentement. On voit aujourd'hui les conteneurs, on est à 6 000 $ en fait, donc c'est beaucoup moins que le pic de 22 000 $ qu'on avait l'année dernière, mais ça reste quand même plus de 2 fois plus cher que ce que c'était avant la pandémie. Donc, les problèmes d'approvisionnement devraient s'améliorer, continuer à s'améliorer, mais en fait, pour le moment, on n'est toujours pas revenu à la normale. Et il faut voir qu'aussi en Chine, la politique zéro Covid existe toujours, et donc il y a toujours des risques potentiels de problèmes d'approvisionnement si on a des produits qui viennent de Chine. Alors, si on regarde en fait comment relever ces défis, alors là, on a plein de défis. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, toutes les entreprises en fait font face. Et ce que nous, on a vu dans l'étude qu'on a publiée cette semaine, ça a remarqué, c'est que les entreprises les plus productives, eh ben, ils s'en sortent beaucoup mieux en fait par rapport à ces défis. Vous voyez ici, il y a 2 colonnes. À droite, il y a la colonne en rouge, c'est toutes les entreprises canadiennes. On voit qu'il y a 61% des entreprises canadiennes qui ont des problèmes avec l'inflation, 58% des problèmes à recruter en fait, et 42% qui ont des problèmes liés à leur chaîne d'approvisionnement. Et si on compare en fait aux entreprises qu'on appelle les entreprises qui misent sur la productivité, donc c'est les entreprises qui mesurent leur productivité, qui se comparent et puis qui sont en fait plus productives que les autres, ces entreprises-là qui misent sur la productivité, ils ont moins de problèmes. En fait, il n'y en a que 39% qui font face à l'inflation contre 61%. Et il y en a aussi, ils ont moins tendance aussi à faire face à des pénuries de main-d'œuvre. Et puis, ils ont aussi beaucoup moins tendance à avoir des problèmes d'approvisionnement. Alors, comment c'est possible? Mais si on regarde défi par défi, comment ils font? Alors, pour faire face à l'inflation, ce qu'on a remarqué, nous, c'est que les entreprises les plus productives sont 2 fois plus susceptibles, en fait, d'automatiser
des tâches et aussi d'abandonner les biens et les services de faible valeur. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes d'intrants, par exemple, on va ajuster l'offre de biens et de services par rapport à ce qui crée le plus de valeur en fait pour les clients sans renier la marge. En fait. Donc il y a une adaptation, une flexibilité, et puis il y a surtout en fait cet investissement dans l'automatisation qui permet en fait de maintenir des coûts de production, de contrôler les coûts de production et donc d'être moins exposé à l'inflation. Si on regarde les stratégies pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, alors c'est en fait une des conséquences de l'automatisation, c'est lorsqu'on va automatiser et commencer à automatiser les tâches répétitives, on va avoir moins besoin de personnes, on va pouvoir faire plus avec moins de personnel et donc on va être capable en fait de nécessiter de moins de personnes. L'autre aspect aussi, c'est les personnes qu'on va avoir. Les entreprises les plus productives investissent beaucoup plus dans la formation de leur personnel. Ça permet d'avoir des personnes en fait beaucoup plus productives et donc encore une fois de faire plus avec moins ou de faire pareil avec moins. Lorsqu'on regarde le troisième défi, alors comment on fait pour résoudre les problèmes d'approvisionnement? Là encore, on voit qu'il y a les entreprises les plus productives investissent beaucoup, notamment dans en fait, des logiciels pour gérer leur processus d'approvisionnement. En fait, ces logiciels leur permettent de mieux gérer leur stock et en ce moment, par exemple, vu qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, beaucoup de ces entreprises ont en fait augmenté leur stock, ce qui leur a permis de pouvoir continuer à vendre et à satisfaire leurs clients et n'avaient moins de problèmes. En temps normal, quand les chaînes d'approvisionnement, en fait, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. En général, les stocks ne sont pas très élevés. Mais effectivement, avoir ce genre de logiciel peut permettre de savoir quand augmenter nos stocks et quand les maintenir plus bas. Puis l'autre, troisième aspect aussi, c'est qu'ils utilisent des personnes vraiment spécialisées dans la gestion de chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas tout d'avoir un logiciel en fait, pour gérer sa chaîne d'approvisionnement. Il faut un expert derrière pour utiliser le logiciel de la meilleure façon possible et puis en fait recommander les meilleures stratégies possibles. Donc, il y a une professionnalisation vraiment de la partie approvisionnement. Donc, comme je disais, ces entreprises-là, grâce à toutes ces stratégies, elles arrivent à mieux s'en sortir face à l'inflation, mieux s'en sortir face à la pénurie de main-d'œuvre et aussi, en ce moment, mieux s'en sortir par rapport aux chaînes d'approvisionnement. En plus de mieux s'en sortir, en fait, on voit que les entreprises les plus productives du Canada, là, on regarde les 10% des entreprises les plus productives, elles font 6 fois plus de ventes par employé que la même entreprise avec le même nombre d'employés dans le même secteur. Et ben, les 10% les plus productifs dans ce secteur-là, avec le même nombre d'employés, fait 6 fois plus de ventes et ils font aussi 5 fois plus de profits par employé. Et puis, on a regardé aussi qu'ils font 4 fois plus le bénéfice en fait, avant impôt, intérêt à amortissement, le BAIIA, et 4 fois plus élevé par employé. Ça, c'est très important parce que ça permet en fait de montrer que ces entreprises-là sont dans une bien meilleure situation financière, ce qui permet soit d'être dans une meilleure position pour aller emprunter et éventuellement investir, soit d'être dans une bien meilleure position pour en fait vendre la compagnie à des prix beaucoup plus élevés en cas d'une revente potentielle. Alors maintenant, je vais passer la parole en fait à Stéphane qui va vous expliquer comment rejoindre ce club d'entreprises les plus productives. Donc, merci Mathieu. Donc, merci de l'opportunité aujourd'hui. Mon nom est Stéphane Crusten. Comme Sylvie m'a présenté aujourd'hui et à titre de conseiller d'affaires pour la BDC, bien évidemment, j'ai le privilège de rencontrer beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs qui ont des défis importants dans les circonstances. Ce que Mathieu nous a présenté aujourd'hui, je vais aller en continuité de ça, vous présenter un peu quel est l'état des choses. Évidemment, quand on parle de productivité, on parle d'efficience et donc dans la nature de ce que nous proposons à BDC, on va beaucoup parler d'organisation du travail au niveau des processus, au niveau des activités. Ce qu'on propose est quand même assez de base, mais qui est
fondamentalement l'approche qui, au fil du temps et de nos expériences avec les clients, démontre les gains potentiels puis les gains réalisés dans les faits. Donc, on propose 4 étapes. La première étant une évaluation, la deuxième étant des phases d'optimisation et évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté de l'élément de numérisation qui va nous permettre d'intégrer la technologie. C'est une symbiose très importante avec ce qu'on fait en optimisation. Puis, en fait, on va s'assurer que cette boucle-là d'évaluation et d'optimisation nous permet de poursuivre constamment ce cycle-là avec nos gens dans les équipes. Pour l'évaluation, qui dit évaluation dit mesure. Puis, évidemment, c'est un discours pour la plupart d'entre vous qui pouvaient avoir suivi la littérature, suivi les formations. Évidemment, aujourd'hui, aider de la technologie, évidemment, la mesure est un instrument fondamental et chaque entreprise, dans le fond, devrait mesurer sa performance, au moins sur les objectifs stratégiques. Évidemment, il y a toute une gamme d'objectifs et d'indicateurs de performance qu'on peut intégrer. Celui qu'on vous parle aujourd'hui, et on a présenté au fil des années un outil qui est formidable, là, qui est le comparable de performance que vous voyez l'adresse à l'écran. Évidemment, c'est un outil qui va nous permettre de mesurer la productivité sous une forme qui est quand même tangible. Donc, souvent, on va mesurer la performance au niveau de la profitabilité par employé ou le chiffre d'affaires par employé. C'est un indicateur de base qui est vraiment bien. Et dans le cadre de l'exercice aujourd'hui, de ce qu'on vous présente, bien évidemment, l'outil qui est présenté à l'écran est un outil qui vous permet de faire ça à titre d'entrepreneur. Donc, évidemment, c'est très sécurisé, l'information à émettre et scellé. Puis, ça vous permet d'avoir un résultat qui vous compare aux gens de votre secteur d'activité. Donc, c'est un outil très bon. Nous, on en fait usage. On a des outils plus raffinés au niveau du service conseil dans certains cas, mais c'est un excellent départ pour vous positionner, puis pouvoir assurer que vous visez évidemment là, l'atteinte de résultats améliorés. Évidemment, on se rend compte que les entreprises les plus performantes là, offrent des résultats qui sont supérieurs à la moyenne. Au niveau de la mesure, évidemment, qui dit mesure dit potentiel d'amélioration. Puis dans les phases d'optimisation, on revient à nos fondements toujours aussi importants au niveau des sources de gaspillage dans les entreprises. Vous savez, nos équipes puis nos clients ont dans plusieurs cas la lucidité de travailler au niveau de l'optimisation puis d'abattre les gaspillages. Donc, si on veut atteindre un niveau de productivité plus élevé, le travail du quotidien et de pouvoir abattre ces gaspillages-là qui sont omniprésents des entreprises, nos équipes qui accompagnent les entrepreneurs font même des exercices assez intéressants qui permettent de donner une idée de la valeur ajoutée réelle que les activités opérationnelles procurent aux clients. C'est aussi bon dans le manufacturier que dans n'importe quel service. Donc, c'est très important. Ce que ça vous permet de voir, c'est vraiment le potentiel que vous laissez sur la table dans la plupart des business, des entreprises qu'on rencontre. Statistiquement, là-dessus, je vais en reparler tout à l'heure, mais le pourcentage de valeur ajoutée qui est présent dans les entreprises est encore assez faible pour montrer un potentiel d'amélioration. Dans l'optimisation, je ne pourrais pas passer sous silence l'importance de cartographier les processus dans certains éléments que Mathieu a présentés précédemment où on pensait à remanier des
des éléments au niveau de la chaîne logistique, par exemple, bien évidemment, il y a des processus qui existent et un des exercices qu'on recommande souvent, et les entrepreneurs ou les entreprises qui ont eu l'opportunité d'être exposés à ça utilisent ces techniques-là qui sont quand même assez simples, qui nous permettent dans le jargon qu'on appelle mapper les processus, vous permettre d'identifier les opportunités puis les gaspillages qu'on parlait précédemment. Donc, c'est un exercice qui est très payant et je pense que le plus important au niveau de l'exercice, c'est de faire la mention que ça vous permet d'identifier les gaspillages de façon claire et évoquée auprès de l'équipe, de mettre à jour, dans le fond, l'expérience des employés. Tantôt, on parlait de mobilisation de la main-d'œuvre, puis au niveau de la rareté de la main-d'œuvre. Nous, ce qu'on découvre quand les entreprises adoptent la révision ou l'optimisation des processus, ça peut être un chemin très pertinent pour mobiliser les gens qui s'attendent à voir leur travail facilité, amélioré par des idées souvent implantées qui sont en toute relativité, souvent assez simples. Ça nous permet aussi de confronter un peu les idées puis de pouvoir mettre en place des correctifs qui sont assez simples. Donc, quand c'est bien dirigé, ça nous permet d'aller dans la bonne direction. Dans la, la- la feuille qui est présentée, la page qui est présentée devant vous, une des choses qui maintenant devient indissociable, je le mentionnais tantôt au niveau des solutions, c'est de pouvoir ajouter les éléments technologiques. Donc, c'est un incontournable aujourd'hui. Un processus, évidemment, peut être très virtuel. Il faut s'assurer que, dans le fond, on puisse outiller les gens qui exécutent le processus avec des technologies qui sont maintenant plus accessibles et implantées convenablement. Au niveau des résultats issus de ce processus-là, puis sur la prochaine page, on peut le voir, mais évidemment, tous les résultats, je ne sais pas si Sylvie, tu peux. Oui, merci. Ce qui est important, dans le fond, de mentionner, c'est que l'expérience vécue pour une entreprise, somme toute, peu importe sa taille, peu importe sa grandeur, peu importe son secteur d'activité, quand un exercice est bien mené puis dirigé avec une vue d'amélioration, les résultats peuvent être percutants. Dans le cas ici, nos équipes puis mes collègues de l'Ouest canadien ont accompagné l'équipe de Gen, qui est une compagnie au niveau de la distribution du café, des produits de café. Et les résultats ont été assez percutants. Donc, réduction des délais de traitement de plus de 50 avec une productivité accrue de 33 et tout ça en ayant mappé, identifié, mesuré et implanté des outils de mesure quand même, somme toute assez simples, évidemment enrichis là, de, 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 de modifications au niveau des systèmes qui ont permis de faciliter, par exemple, le picking, donc la collecte de produits avant livraison. Puis évidemment, résultant de ça, ce qui est important de mentionner, c'est que le pourcentage de valeur ajoutée que je parlais plus tôt a augmenté parce que les employés sont davantage dédiés à rendre le service de distribution aux clients de façon plus efficace. La troisième étape, qui maintenant fait partie assurément des fondements, là, et puis c'est un peu l'essence de notre message aujourd'hui, c'est que la numérisation, digitalisation, pour utiliser le mot anglophone, mais la numérisation, l'automatisation des activités de plusieurs natures est évidemment maintenant un incontournable pour les raisons qu'on connaît. On a qualifié là, à l'entour de 120 jours ouvrables par année les PME qui consacrent à des tâches administratives récurrentes puis qui peuvent être remplacées par des tâches améliorées incluant la technologie. Pour les plus petites entreprises, même ça peut aller à 2 fois plus de nombre de jours ouvrables dans une année. Donc, c'est substantiel. Puis nous, sur
les mandats qu'on fait, évidemment, on voit ces opportunités-là de façon importante. Donc, le retard associé à l'utilisation de la technologie nous limite dans plusieurs cas. Adopter la technologie, évidemment, ce que ça fait, c'est que pour moi, qui rencontre les clients puis qui travaille au niveau des améliorations, ce qui est intéressant de voir, toujours avec les sondages, c'est qu'on dénote que dans 60 des cas, les entreprises qui ont adopté la technologie améliorent leur productivité clairement toutes technologies confondues, et qu'ils ont réduit leur coût d'exploitation dans 50 des cas. Donc, c'est quand même un facteur très important, puis qui autrefois était quelque chose qu'on incitait les clients, mais qui aujourd'hui m'apparaît être mandatoire, là, presque une obligation de s'y prêter pour faire face aux défis qu'on parle dans notre conférence aujourd'hui. Et ce n'est que ça, au niveau de faire différent, je pense que c'est important de récupérer ce retard-là. Message, par contre, important concernant la technologie, c'est que seule la technologie ne règle pas non plus tous les défis qu'on présente aujourd'hui. Et pour moi, je qualifie de catalyseur à l'amélioration que les entreprises doivent faire face. Donc, ce n'est pas avec l'achat de la technologie que vous allez régler vos problèmes, mais ça va être certainement un outil qui va vous permettre de faciliter, d'améliorer vos processus parce qu'ils vont avoir été révisés et parce que les usagers, donc vos employés qui en font usage, vont apprécier d'être bien outillés pour travailler. Donc, c'est au moins 2 fondements hyper importants pour travailler puis améliorer vos résultats au niveau de la productivité. Évidemment, qui parle d'intégration de la technologie, on ne pourrait pas passer sous silence le fait que, évidemment, on est dans un écosystème nord-américain, beaucoup au niveau de nos entreprises, bien que globalement, il y a eu de la turbulence au cours des dernières années. Il est évident que la situation qui entoure la productivité canadienne, comparable à la productivité américaine, tire toujours un écart de plus en plus important. Ici, on peut voir la corroboration au niveau des investissements en technologie par employé au Canada. Donc, évidemment, la ligne rouge, vous voyez, là, on tend, puis là, particulièrement au cours des dernières années, l'écart est en train de se creuser de façon significative. Puis on ne peut pas, évidemment, là, laisser trop de place à ça, ayant déjà un déficit au niveau de la productivité de nos entreprises face aux entreprises américaines. Donc, la numérisation, cette phase-là est hyper importante. Puis, on a ici un client qui, peut-être certains d'entre vous le connaissent, Francis Morin, directeur général chez Cycle Da Vinci, qui a, lui, précédemment à la pandémie, avait pris la décision de faire un rapatriement de certaines activités faites outre-mer. Évidemment, là, cette décision-là est arrivée et en même temps, il a dû revoir l'ensemble de ses façons de faire, l'ensemble de ses processus. Et en plus, il s'est investi à dire, il faut que je m'équipe au niveau de la technologie. Donc, il a par la suite, après avoir révisé son plan de match, implanté un système qui lui permet d'améliorer son agilité au niveau de l'acquisition ou de l'approvisionnement de ces matières et de faire avec un bon succès, mais sans laisser de côté les efforts. Là. C'est une équipe qui a travaillé très fort. Ils ont réussi évidemment là, à faire un passage intéressant en réduisant finalement des délais de présentation, de distribution de leurs produits. Au niveau de la technologie, vous êtes au fait que dans le cas des gouvernements, autant canadiens que provinciaux,
On a accès à des subventions, à du financement. Évidemment, la BDC, ce qu'on a à proposer, c'est qu'évidemment, on a accès à une subvention de l'ordre de 15 000 pour élaborer un plan d'adoption du numérique. Donc, on a des experts qui vont venir, vont faire une évaluation de vos besoins. C'est très intéressant. Ce passage-là vous permet d'accéder à un potentiel de financement sans intérêt de l'ordre de 100 000 pour en faire l'implantation. Donc, les coordonnées pour ce programme-là se retrouvent sur le site de la BDC. Il s'appelle le Programme canadien d'adoption du numérique, PICAN, là, pour ceux qui aiment les acronymes. Au niveau du message aujourd'hui, puis c'est peut-être le plus important, on va faire un lien avec le titre de notre présentation, c'est le fait que, dans le fond, beaucoup d'entreprises ont adopté, ont fait de l'amélioration continue au fil des 30, 40 dernières années. J'ai commencé ma carrière en faisant ce genre de travail-là, puis plusieurs de mes collègues, la même chose. Donc, l'amélioration continue, évidemment, c'est la patte souvent qui manque dans les entreprises parce qu'elles font ce qu'on appelle des bursts, c'est-à-dire qu'ils vont faire des envolées au niveau de l'amélioration, mais entre ces activités-là, au fil des années, elles sont retournées en dormance. Le message qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est en adoptant les premières phases et une mesure de performance, la première, c'est celle qui vous permet de vous garder éveillé à l'utilisation des outils d'optimisation et d'implantation de la technologie et d'assurer, là, dans le fond, vos chances d'atteindre des bénéfices accrus, une meilleure qualité et une amélioration de l'efficacité du personnel. Je considère que les entreprises qu'on côtoie, qui adoptent des pratiques avec les étapes qu'on présente aujourd'hui, puis ils ne sont pas différentes d'un praticien à l'autre de façon générale. Ce que ça crée un momentum auprès de vos employés qui aiment voir l'entreprise investir, puis revoir ses façons de faire. Donc, l'autre façon de faire, c'est de poursuivre à faire impliquer vos gens et adopter des bons comportements de gestion au niveau des mesures de la performance. En conclusion, ce qui est important, puis je fais référence, comme je le mentionnais au début de ma présentation, au fait que statistiquement, puis on a une chance incroyable de servir, je pense pas loin de maintenant, de 95 000 clients à la BDC, globalement au niveau de nos services. 46 des PME qui ont des instruments qui leur permettent de mesurer d'une façon ou d'une autre leur productivité obtiennent des meilleurs résultats. Donc, c'est quand même très marqué. Et celles qui sont en dormance, ben, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas bien, mais ils pourraient se mettre à risque puis ils ne maximisent pas leur chance d'augmenter la valorisation de leur entreprise. Au niveau de la stratégie privilégiée, ben, ce que ça fait aussi, c'est que c'est un instrument très important au niveau de la mobilisation puis du dynamisme dans les entreprises. Ça nous permet de passer et puis de regarder les choses sur un autre angle. Puis que dire de l'adoption de la technologie? Puis je n'ai pas parlé beaucoup d'automatisation, mais les outils qui nous permettent de faciliter le travail, de remplacer dans certains cas des activités récurrentes ou de rendre plus productive une opération, que ce soit de l'implantation de la technologie jusqu'à la robotisation dans certains cas, bien, ça amène, dans 39 ça l'a amené évidemment des entreprises beaucoup plus productives. Et encore là, n'oubliez pas que c'est un passage obligé, mais en même temps un instrument à l'amélioration des résultats et des processus. 11 des PME investissent, comme le disait Mathieu tantôt, dans l'amélioration de la productivité qui est rendue également un incontournable. Donc, la BDC peut vous aider sur différentes facettes
Sylvie le mentionnait au début, évidemment, étant une banque de développement, on est là pour apporter un financement souple euh, de façon à pouvoir investir dans les nouveaux projets. Le message aujourd'hui au niveau de l'investissement dans les technologies de façon euh, étudiée, de façon réfléchie, va vous permettre évidemment d'améliorer les résultats. Au niveau du service conseil, évidemment, là, on a beaucoup d'expertise à l'interne pour pouvoir supporter nos entreprises. Au fil des années, on a fait la démonstration avec beaucoup de clients de notre vouloir dans l'accompagnement puis dans les résultats qu'on cherche à obtenir avec eux. Et évidemment, là, plus spécifiquement en ce qui concerne la technologie, puis c'est vraiment un programme intéressant qui vous permet de faciliter votre accès à la technologie. On est là pour vous aider. Le gouvernement nous a mandaté pour supporter dans sa globalité ce projet-là. Merci d'avoir écouté aujourd'hui ce qu'on a. Je sais que je vois beaucoup de questions qui s'affichent. N'oubliez pas d'investir un peu de temps. Je pense que ça vaut la peine dans la mesure où vous pourriez comparer votre niveau de productivité avec vos concurrents ou les gens qui travaillent dans le même secteur d'activité. C'est très éloquent ce qu'on peut en tirer, très pertinent aussi. Si vous vouliez aller un peu plus loin, on a des outils aussi un petit peu plus raffinés au niveau de d'autres indicateurs de benchmarking ou de comparables. Donc, ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Stéphane. Il y a pas mal de questions dans le chat, fait que je vais y aller tout de suite avec ça. Je pense que c'est pour toi, Stéphane, d'ailleurs. L'abandon de produits à faible valeur démontré s'applique-t-il strictement aux produits à bas coût, plus aux biens qu'aux services qui génèrent une faible demande de la part des clients, faible valeur ajoutée? C'est une excellente question Ouais. et je vous dirais non, c'est pas applicable seulement à des produits. Personnellement, on a déjà fait des occurrences, des mandats qui nous amenaient dans cette direction-là. Souvent, ça peut être lié à une formule qui fait une revue, des fois du modèle d'affaires ou de la stratégie. Là, c'est là que mes collègues, plus du groupe stratégie, peuvent s'impliquer avec nous en efficacité opérationnelle, mais certainement que c'est quelque chose qui est applicable à tout service ou produit. Ça demeure que les outils sont là, mais c'est davantage dans le comment on va faire les choses que ça peut différer. OK. Une autre question, avez-vous des idées des délais quand on veut obtenir là, du soutien dans le contexte du PICAN? J'ai pas nécessairement cette information-là. C'est sûr qu'il y a eu une recrudescence très, très importante au niveau de la demande en toute franchise. Ça l'a très hautement répondu dans le marché. Donc, je sais qu'au niveau de la première phase qui nous permet d'établir un plan numérique, on a quelques délais là-dedans qui peuvent être de 8 à 10 semaines, mais sans vérifier, là, c'est l'information que j'ai, mais ceci dit, pour accéder à des gens qui vont vous indiquer davantage le détail des étapes via notre site Internet ou les communications qui seront évoquées à la fin de la présentation, il y a quelqu'un qui peut vous répondre de façon plus spécifique là-dessus. Mais au début, pour la partie conseil, plan numérique, il y a un petit peu de délai, mais par la suite, les choses s'enclenchent OK. normalement. C'est bon à savoir. Une autre question qui rejoint, moi, la question que j'avais pour toi, Stéphane, encore une fois. Là, c'est important pour nous d'être concrets et d'aider les entrepreneurs. Donc, je privilégie ce genre de questions-là aussi. Là. Désolée, Mathieu. Mais est-ce que tu peux nous donner des exemples d'automatisation dans les entreprises de services? C'est comme moins évident là, des fois d'automatiser les processus. On ne pense pas à une entreprise de services dans ces termes-là souvent. Là. Ouais. Oui, ben en fait, dans le domaine du service, évidemment, qui dit service dit
parfois là, gestion de dossiers, gestion de contrats, gestion de mandats, gestion d'une clientèle. Mais évidemment, là, tout ce qui est en lien avec les processus d'une gestion de ce service-là, ce qui est important, c'est de pouvoir adopter une revue de ces processus-là. Je pense à un client, pour répondre à ta question, qui offre dans le service l'installation puis l'organisation de réseautique puis de téléphonie là, qu'on a travaillé il y a 1 an et demi, où, dans le fond, dans leur cas, on a revu l'ensemble des processus et services qu'ils offraient. On les a établis, on les a catégorisés, on les a mappés et ce qu'on a fait, c'est qu'on a collé à ces processus-là des applicatifs technologiques qui permettaient de faciliter le travail pour les gens, par exemple, qui créaient la commande, qui formalisaient l'information du client qu'on avait besoin, qui permettaient finalement de standardiser l'information qu'on donnait, qu'on devait remplir au niveau des systèmes. Je veux dire, c'est tous des éléments qui existaient auparavant, mais qui ne se parlaient pas, qui n'étaient pas cohérents parce qu'il y avait des répétitions, il y avait ce qu'on appelle les là, les refaire, réécrire, reclasser. Donc, évidemment, là, le fait de nettoyer le processus et après ça, d'en adjoindre un outil qui était au goût du client. On n'a même pas eu à sélectionner. Le client a voulu aller dans une direction sur les applicatifs en lien avec le service qui a été fait sur le terrain. Puis tout ce qui était sur la gestion de projet, bien évidemment, c'était une autre plateforme, mais les deux, avec leur équipe technologique, ont réussi à créer des liens puis à faire de ça un succès. Donc, c'est une entreprise qui est en forte croissance, évidemment, avec le 5G, puis la réseautique, puis le travail à distance. Donc, ça a été très pertinent pour eux. Une autre question que moi je trouve aussi très pertinente, là, tu as parlé des services, ben, ça s'applique dans le fond à tous les secteurs d'activité, mais qu'en est-il des plus petites entreprises? On sait que quand même, investir en technologie, ça prend des fois une certaine grosseur. Est-ce que c'est vrai dans le fond? Parce qu'une entreprise qui démarre aujourd'hui, là, puis qui voudrait tout de suite être dans les 10 les plus productifs de son secteur d'activité, mis à part les subventions, est-ce qu'il y a des solutions technologiques qui sont à leur portée? Ou en tout cas, c'est quoi les meilleures stratégies là, pour vraiment les plus Ouais. petits joueurs là, dans les industries? Ouais, ben, c'est une bonne question. Je pourrais pas répondre aussi bien qu'un collègue qui fait de la technologie. Euh, Ben, je sais qu'entre mais autres, sur notre site web, on a beaucoup de solutions, pas exact. gratuites, mais à faible coût, là, tu sais, quand ils appellent Oui, Software as a Service, par exemple, exactement. là. Exactement. Puis c'est là où je m'en allais, c'est que évidemment, là, aujourd'hui, vous avez une panoplie d'outils qui existent. Je donne l'exemple de tantôt, là, je reviens sur toutes les applications en lien avec les petites entreprises, par exemple, de services. Il y a maintenant des applicatifs mobiles qui sont fantastiques, qui de loin simplifient le travail une fois que les éléments sont, où le travail est exécuté, qui simplifie de beaucoup les tâches administratives, par exemple, pour faciliter le travail de l'équipe comptable ou de la- de l'é- du service comptable qui l'obtient s'il est Mhm. une très petite entreprise. Donc, oui, il y a beaucoup d'applicatifs. Évidemment, on peut comprendre qu'il y a une mer de systèmes qui existent. On vous invite à bien définir vos besoins. C'est toujours la prémisse avant de sauter sur le premier venu. On en voit beaucoup, là, moi et mes collègues, là, on voit beaucoup de gens
qui, somme toute, là, finissent par se dire: «Oh, j'avais pas pensé à cette fonction-là, j'avais pas pensé à tel volet de mon application». Donc, évidemment, de vous faire accompagner de quelqu'un, c'est toujours bien, mais prenez le temps de vous asseoir à bien définir vos exigences. Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir? Puis ça, c'est mon meilleur conseil pour éviter que Mhm. vous investissiez dans un outil qui répondra pas exactement. Mais puis effectivement, sur notre site, on a des recommandations là, d'outils qui peuvent être facilitantes aussi Oui, pour ce que vous des fois cherchez à faire. gratuit même, Oui, ou à gratuit. faible coût, là, tu sais, Oui, avec un et abonnement mensuel, puis exactement. J'ai quelques clients là, qui ont adopté des outils avec des mensualités très raisonnables là, tout pour à fait. simplifier. Tout à fait. Il nous reste un bon 10 minutes. Ce que j'adore dans un panel comme ça, c'est permettre aux gens aussi de poser des questions directement. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir votre micro puis y aller là, et poser des questions, que ce soit à Mathieu ou à Stéphane. Comme je le disais, Mathieu, tu es économiste, il est aussi capable de parler de l'étude. Moi aussi, je suis capable d'en parler, mais aussi de parler de conjoncture économique qui pourrait intéresser aussi là, les participants. Donc, Oui, je vous invite à bonne idée, poser vos questions. Sylvie. Tout à fait. Puis c'est ça, vous pouvez littéralement lever la main, mais sinon, vous avez un espace aussi en bas dans les réactions pour le faire de façon numérique si on ne vous voit pas. Sylvie, j'ai une question de notre Sylvie, d'une Sylvie experte qui demande, outre les subventions, il y a aussi des crédits d'impôt à l'investissement pour les entreprises. Donc, puis elle vous remercie par le fait même là, de la présentation. C'est vrai, c'est un très, très bon point, effectivement. J'en profiterai pour encore inviter les gens à poser leurs questions. Ça permettrait un échange entre nous là, sur le sujet qui nous intéresse. Efficacité, N'hésitez pas à productivité. lever la main. Sinon, moi, j'en ai aussi, là, mais il s'agit de briser la glace des fois. Bon, ben, je vais y aller avec une question pour Mathieu. La pénurie de main-d'œuvre, là, je pense qu'on ne peut pas parler à un entrepreneur sans que le sujet vienne à l'ordre du jour, là, la question de la pénurie de main-d'œuvre, la difficulté de trouver des employés dans tous les secteurs d'activité, certains secteurs plus que d'autres. Là. Ça va durer combien de temps? Ouais, comme je disais, en fait, nous, on s'attend que ça dure au moins une dizaine d'années. Il faut voir qu'il y a des différences entre les provinces. En fait, la pénurie de main-d'œuvre puis le vieillissement de la population est plus marqué au Québec, en fait. Donc, on s'attend à des pénuries de main-d'œuvre plus fortes au Québec, mais quand même, ça impacte en fait toutes les provinces. Donc, à peu près une dizaine d'années. Et puis, on sait aussi qu'il y a des différences en fonction des grandes villes versus les plus petits centres, en fait. Euh, mais dans l'ensemble, c'est une dizaine d'années. En fait, ce qu'on a vu, nous, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre au Canada et ce qu'on appelle la productivité, en fait, par travailleur, a tendance à être un peu plus faible au Canada que dans d'autres pays. Donc, c'est pour ça aussi qu'on pense que la productivité, c'est un bon moyen, en fait, de passer à travers cette pénurie de main-d'œuvre. C'est ça. Hein? Peut-être pour enchérir sur ce que Mathieu vient de mentionner, statistique intéressante là, auquel on est, moi, à chaque fois, je l'amène sur la table, là, puis vous, entrepreneurs qui écoutez, là, peut-être que vous avez déjà fait l'exercice, mais on parlait tantôt des gaspillages versus la valeur ajoutée. Euh, vous ne serez pas surpris peut-être de savoir que dans chacune de nos entreprises, euh, approximativement euh, 1 heure sur 4 seulement est 1 heure de travail productif. Puis, ça, on le tient du fait que dans nos équipes, on fait l'exercice régulièrement et accompagné de l'entrepreneur, là, où on marche le processus qu'on appelle. On va aller dans le centre de distribution, dans l'entrepôt, dans le- 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 l'usine ou la manufacture. Puis, on regarde, on observe. Puis, dans le fond, évidemment, atteindre 100%, c'est
dans certains cas illusoire parce qu'il faut avoir un moment donné un déplacement ou un mouvement, mais il en demeure pas moins que la capacité des organisations, une partie que moi j'appelle la capacité cachée, là, existe de façon prépondérante encore dans beaucoup d'entreprises. Donc, et souvent, même avant d'automatiser, il y a des façons de revoir les choses. L'exemple que je donnais pour le 8 ounce coffee là, un peu plus tôt, les gens ont fait du travail juste en réorganisant le travail. Évidemment, il y a des clients qui ont atteint déjà un niveau de maturité organisationnelle, de structure plus haute, mais il y a encore beaucoup de place pour la plupart de nos clients, là, quand on arrive, puis on essaye de transmettre ce message-là, puis on les incite à faire des observations comme on le fait, nous, parce qu'on ne fait que ça dans la vie. Mais je pense que c'est un exercice payant là, de le faire. C'est vraiment incroyable comme statistique, hein? 1 heure productive sur 4 Ouais, seulement, ouais. en moyenne dans les entreprises, dans les PME que vous rencontrez. Il y a vraiment beaucoup de Ouais, travail à faire, hein? Puis, il y a du je vais juste potentiel. peut-être compléter sur la question dans le thème de la pénurie de main-d'œuvre aussi. Je sais pas si beaucoup de spécialistes le mentionnent, puis c'est vrai, les employés aiment travailler dans des entreprises qui ont des processus efficaces, des entreprises modernes, numérisées, automatisées, parce qu'on automatise, on numérise des tâches répétitives. Donc, en général, on voit que l'augmentation de la satisfaction, la capacité de rétention des employés est plus importante dans les entreprises, autant petites que grandes, qui sont modernes, tu sais, et productives. Absolument. Absolument. Fait que ça, c'est un facteur qui permet de tirer son épingle du jeu là, dans le contexte actuel. Tout à fait. C'est quoi le pourcentage de productivité auquel on peut aspirer comme entrepreneur? On ne peut pas être productif à 100%, ça prend un peu de perte. Oui, puis en fait, ça varie beaucoup d'une entreprise à l'autre. Je vous dirais que c'est propre à chaque entreprise, mais il n'est pas illusoire de penser qu'une entreprise qui a un terrain relativement vierge au niveau de la mesure de la productivité, au niveau de la mesure de la performance au quotidien, laisse de façon imminente, là, au moins un 10 15 là, sur la table, ce qui fait que potentiellement, les entreprises devraient se ramasser au moins autour de 35-40 là, minimalement. Puis ça, évidemment, c'est avec des yeux de puriste. Hein. C'est sûr qu'une entreprise comme Toyota, qui est une des entreprises les plus productives, manufacturières, elle atteint difficilement le 50 Pourquoi? Ah Parce oui. qu'évidemment, il faut à un moment donné amener les pneus sur la ligne. Il y a des déplacements, il y a des mouvements, il y a mais tout ça pour dire qu'il y a potentiel d'améliorer la productivité, puis il faut y aller par petits bons. Donc, il n'y aura pas personne qui va vous arriver avec une baguette magique qui va vous amener à 100 mais l'idée, c'est de commencer. Puis honnêtement, si demain matin, chacun qui est sur la ligne avait dans son plan de main-d'œuvre un gain de 10-15 sur son payroll, là, je suis certain qu'il y en a une couple qui dirait ouais, je pense que ça vaut la peine peut-être d'aller un petit peu plus loin puis de voir comment on peut s'organiser, structurer certaines choses. C'est des petits pas. Donc, un gain de 10-15 par année, on Ouais, aspire à ça là, à peu près. Là. ouais. Ben, écoute, merci beaucoup, Stéphane. Je vois que tu es très sollicité, comme à chaque fois. Et je voudrais te remercier personnellement. Remercier aussi Mathieu, qui a vraiment fait un très bon travail. Ouais. Puis aussi aux gens d'Evol de nous avoir invités dans le contexte de la semaine de la PME. Eh bien, merci à vous, Sylvie, Stéphane, Mathieu. Merci également, Joanie, d'avoir assisté le chat comme tu le fais. Merci à vous tous d'avoir été là.
vous a présenté ou on vous a partagé en fait dans le chat différents outils. C'est en train de se faire. Là. Je vois que ça s'ajoute au fur et à mesure. N'hésitez pas à prendre en note, copier-coller les adresses qu'on vous fournit pour pouvoir aller consulter justement les différents documents. Puis bien entendu, si suite à cette présentation-là, il vous vient des questions que vous n'avez pas présentement, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous mettre en contact avec les bonnes personnes puis retransmettre vos questions. Donc, encore une fois, merci à BDC pour cette belle présentation-là. Et puis, moi, je vous dis, OK, non, je pensais qu'il y avait une main levée, mais c'est un applaudissement. On adore ça, les applaudissements. Donc, merci à chacun d'entre vous. Je vous souhaite une belle heure de dîner, puis au plaisir de vous retrouver dans d'autres formations. Merci, au revoir.